Dans cette vidéo, vous allez apprendre à construire des géométries simples et des modèles de petits réacteurs. On va commencer d'abord par Godiva, qui est une sphère d'uranium hautement enrichie. Vous avez les données sur cette vidéo et on va commencer la construction du modèle. On va commencer maintenant par créer les fichiers XML comme fichier de données du code OpenMC. Vous lancez d'abord l'application RSN OpenMC à partir d'un terminal. Donc vous avez cette commande et puis vous allez naviguer vers les boutons de l'application. Le bouton File va vous permettre soit d'ouvrir un projet ancien, soit de créer un nouveau projet. Donc vous créez sur nouveau projet et vous avez cette fenêtre qui doit être renseignée. Vous donnez les informations nécessaires à décrire ce projet. Donc le nom du projet, par exemple Godiva, c'est la sphère d'uranium hautement enrichi. Vous choisissez ensuite le répertoire de travail, ou bien l'espace de travail, et puis vous donnez une description au projet. C'est une sphère d'uranium hautement enrichi. Le combustible est du type métal. Et un numéro du cas, si par exemple vous allez créer plusieurs cas. Puis ce qui est intéressant ici, c'est de donner l'auteur aussi, parce que ça va suivre votre projet. Tous les fichiers seront signés par votre nom. Donc, prenez soin d'écrire votre nom correctement sur cette case. Les fichiers par défaut sont choisis, géométrie, materials and setting, et puis vous choisissez les deux fichiers optionnels que nous avons vus dans le cours. Pour le moment, c'est MFD, vous laissez tomber, et on choisit Solis et XML, et puis Plots XML. Voilà, donc vous avez les fichiers qui ont été cochés, ils sont remplis par les informations que vous avez introduites. Vous avez des balises, une balise s'ouvre et se ferme par ces deux lignes, géométrie par exemple, qui se ferme à la fin du fichier géométrie. Vous avez des boutons communs, vous pouvez ajouter des commentaires pour enrichir les informations sur votre projet. Bon, on commence par créer d'abord une surface. Godiva, c'est une sphère, donc on va introduire une surface sphérique. Je donne l'identificateur de la surface. Numéro 1 par exemple. Le type c'est sphère, donc vous avez sur cette case d'en bas, vous avez des indications sur les différents types possibles. Donc vous avez l'application est commentée correctement et donc vous pouvez trouver des informations sur n'importe quel élément du fichier XML. Donc vous choisissez sphère pour la sphère Godiva. Pour la sphère, il faut donner les coordonnées de l'origine, donc 0, 0, 0 c'est le plus simple, et le rayon en centimètres. Donc les unités sont en centimètres. 8,74 centimètres, c'est le rayon de la sphère Godiva. Puis vous avez l'élément boundary, c'est-à-dire frontière, les limites de la sphère. Là, vous avez les différentes possibilités, soit vacuum, soit périodique, soit réflective. Donc on va prendre vacuum. Vacuum, ça veut dire que n'importe quel neutron qui franchit cette surface, il sera perdu et OpenMC ne va plus le suivre. Donc on ne va pas perdre du temps avec des neutrons qui ne vont pas intervenir dans la sphère Godiva. Je appuie sur le bouton Cell, donc vous avez la balise Cell qui s'ouvre, un identificateur aussi. Je rappelle, l'identificateur doit être unique dans un même fichier. Donc pour les surfaces, il est unique, pour les cells, il est unique. Donc je choisis un matériau numéro 1 qui n'est pas encore défini, mais qu'on va définir dans le fichier materials.xml. Les régions, maintenant, vous avez donc la règle à suivre pour définir les régions.
On est à l'intérieur d'une surface sphérique, donc c'est -1. Et tout le reste, je le supprime pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Donc on travaille avec le minimum qui est nécessaire. Donc le fichier géométrie est maintenant terminé. C'est une sphère, donc c'est une géométrie très simple, une sphère d'uranium. La surface sphérique, c'est numéro 1. Puis vous avez en bas le chemin de votre projet qui a été créé. Donc, je suis maintenant la création des fichiers par le fichier materials.xml. Donc, vous ajoutez un commentaire, par exemple. C'est optionnel, donc ce n'est pas nécessaire. Mais je vous conseille de le faire parce que ça vous aide à savoir, après une certaine durée, de quoi il s'agit. J'appuie sur le bouton matériel. Attention ici, la balise matérielle, c'est sans S. La grande balise matérielle, c'est avec S. Ça veut dire que je peux créer plusieurs balises matérielles à l'intérieur de la balise mère. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez créer plusieurs matériaux. Le matériau numéro 1, c'est de l'uranium hautement enrichi, de densité 18,74 grammes par centimètre cube. En anglais, on dit donc cubic centimeter, donc cc, grammes par cc. Vous avez à multiplier par exemple la ligne nucléide parce que vous avez 3 nucléides, 3 noyaux, 3 isotopes d'uranium dans l'uranium, dans ce combustible, donc l'uranium 234, l'uranium 235 et l'uranium 238. Les informations sont disponibles sur la constitution de la sphère Godiva. Donc vous avez à introduire par exemple les WO, c'est ce qu'on appelle la fraction massique. C'est la masse d'uranium 234 dans la masse du mélange. 0,0102 par exemple pour le 234, 0,9371 pour l'uranium 235, donc c'est hautement enrichi. Il est enrichi à 93,7%. Et le reste, c'est pour l'uranium 238. Ça, c'est la composition de la sphère Godiva, qui est une sphère d'uranium hautement enrichie et métallique. C'est-à-dire que c'est du métal pur, l'uranium pur. Il n'y a pas d'autres éléments tels que, par exemple, l'oxygène, etc. Les paramètres de votre simulation, on va calculer le cas effectif, donc ça s'appelle un calcul de criticité. Donc vous pouvez introduire un commentaire, criticality calculation par exemple, et on choisit pour le calcul de cas effectif, on choisit le mode eigenvalue. Donc le mode eigenvalue n'est pas seul, il y a aussi le mode fixed source si vous avez une source de neutrons qui émet vers un certain matériau et que vous voulez suivre ces neutrons. Donc eigenvalue c'est notre cas. Donc on va choisir ce mode, run mode eigenvalue. Et là il faut donner des informations. Donc vous avez des paramètres à fixer, à définir pour faire la simulation. Les batchs par exemple, c'est les cycles, ce qu'on appelle aussi des cycles. Donc c'est les cycles de neutrons. Les générations, on peut avoir plusieurs générations par cycle, mais on peut aussi avoir une seule génération, donc par défaut, et je supprime cette ligne de génération. Il y a des cycles inactifs que j'ai expliqué. La raison, c'est pour avoir une source homogène. Donc, c'est des cycles qui ne sont pas introduits dans le calcul de la valeur moyenne de cas effectif. Puis, vous avez les nombres de neutrons par cycle. Par exemple, 10 000 neutrons par cycle. Donc, au total, on a 110 cycles de 10 000 neutrons. Et 10 cycles premiers seront rejetés. Et ce n'est que les 100 derniers cycles qui sont comptés dans le calcul de la valeur moyenne de cas effectif. Voilà, donc le fichier materials.xml est fermé. Vous avez un outil de validation de la syntaxe XML. Attention ici, c'est juste pour valider la syntaxe. Est-ce qu'elle est correcte? Ça ne veut pas dire que si votre fichier est validé, ça ne veut pas dire que votre géométrie est correcte ou bien que vos données sont correctes. Mais au moins, la syntaxe XML, elle est correcte. D'accord? Donc vous avez ce bouton validation.
tout est validé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans les fichiers qui sont créés. Donc, en ce point, vous avez le nécessaire pour faire tourner OpenMC. Donc, on peut lancer une simulation. Là, je crée une erreur. J'ai oublié, par exemple, le numéro de la cellule. Et donc, vous avez une erreur qui s'affiche à la ligne 13. Et la ligne 13, c'est celle ID. Donc, ID est vide. Là, j'ai donc créé exprès une erreur. Je corrige. Pour voir l'effet, par exemple, des erreurs sur la sortie de ce bouton validation. Donc, je peux lancer un calcul maintenant. Donc, je laisse tout par défaut, donc je ne coche rien, et je lance la simulation. Et voilà, vous avez donc le calcul qui se déroule correctement. Donc, la simulation est lancée, et le calcul est terminé, donc vous avez des résultats qui s'affichent pour cette simulation. Donc le logo de OpenMC, la version 0.10, qui a été tournée sur 8 corps sur ma machine. Et le résultat final est affiché après 100 cycles actifs. Donc les 10 premiers sont inactifs, donc il n'y a pas de calcul de la valeur moyenne à la 3e colonne. Et à partir du 11e cycle, on commence à calculer la valeur moyenne. Donc ces deux valeurs, par exemple, leur moyenne va donner la valeur, la 3e valeur, celle-ci, avec une erreur de 1365 PCM. C'est encore grand, mais au fur et à mesure que la simulation avance, l'erreur va diminuer. Donc le 110e cycle a été terminé. Vous avez les informations sur le temps de simulation et vous avez aussi un résumé des résultats juste après. Donc vous avez les 3 estimateurs, la valeur de cas effectif pour les 3 estimateurs, et puis la valeur combinée de cas effectif, c'est-à-dire la moyenne de ces 3 estimateurs. Voilà, donc vous avez un cas critique, c'est pratiquement critique, cas effectif est égal à 1. Et Godiva est connu comme étant un benchmark critique, c'est-à-dire cas effectif expérimental est égal à 1. Donc la simulation est bonne, on a bien reproduit la valeur de cas effectif. Vous avez une fuite, des neutrons qui fuient, vous avez 57% des neutrons qui fuient, ça veut dire que vous avez un cas effectif, donc ce n'est pas un milieu infini, et vous avez des fuites. Et donc 57% des neutrons ont fui pour arriver à cette valeur de cas effectif égale à 1. Bon, on va changer les conditions aux limites, donc au lieu d'avoir un vacuum, c'est-à-dire des fuites, on va choisir une surface réflective. Surface réflective, ça veut dire qu'il n'y a aucun neutron qui fuit. Les neutrons qui arrivent à la surface vont être réfléchis. Et donc, on va faire un calcul de cas infini, c'est-à-dire le facteur de multiplication pour un milieu infini où il n'y a pas de fuite. Donc, le résultat affiche des valeurs de 2,26 à peu près, c'est-à-dire une valeur de cas du facteur de multiplication élevé. C'est un milieu infini et effectivement, les fuites pour arriver à ce cas effectif égal à 2,26 doivent être nulles. Voilà, vous avez donc la fraction des fuites. Au lieu de 57%, vous avez 0. Aucune fuite. Aucun neutron n'a fui le réacteur. Donc ça, c'est l'effet des limites qui sont définies par le paramètre boundary ou bien par l'élément boundary dans la géométrie. Bon, périodique, c'est pour des géométries qui se répètent. Par exemple, vous avez un réseau qui se répète. Transmissif, c'est par défaut, donc on l'introduit pas. C'est par défaut boundary égale transmissif. Et si vous l'introduisez à ce niveau-là, on va avoir une erreur. Voilà, par exemple, par défaut, vous avez les conditions limites, c'est transmissive, et donc vous avez une erreur, ce qui dit que aucune limite n'a été définie, aucune condition limite n'a été définie, c'est-à-dire que les neutrons vont voyager vers l'infini et on ne peut pas lancer la simulation. Donc il faut au moins avoir une surface avec boundary égale vacuum, c'est la limite de votre géométrie. Donc si je ne veux pas suivre les neutrons vers l'infini, il faut définir par exemple ici boundary égale vacuum. Si je veux réfléchir les neutrons pour avoir un milieu infini, là vous introduisez réflective pour boundary. Donc je vérifie que j'ai bien reproduit mon
fichier de départ. Donc vous avez le cas effectif qui tend vers 1. Et le calcul est terminé. On a reproduit le résultat tout à l'heure avec boundary égale vacuum. Et les fuites de 57% également. On peut maintenant tracer l'image. Donc je renseigne le fichier plots.xml. C'est une balise qui commence par plots, qui se termine à la dernière ligne par plots. Donc il y a deux types, soit l'image 2D, soit l'image 3D. Je commence par l'image 2D, plot slice. Donc vous avez la balise plot avec un identificateur qui doit être unique dans ce même fichier. Donc je donne le numéro 1 par exemple pour le plot numéro 1 et qui va apparaître sur le nom d'image. Donc vous avez à colorier par soit cell, soit matériel, ça dépend du choix de votre couleur. Et puis vous avez la base sur laquelle on va couper la géométrie. Donc XY, YZ ou bien XZ comme vous voulez. Donc ici, je coupe en XY. Maintenant, il faut définir l'origine. C'est par lequel va passer la coupe. C'est le point origine, par exemple, 0, 0, 0 de l'image. C'est-à-dire que je vais couper la sphère en deux, suivant le plan XY. Pixels, donc vous avez le nombre de pixels par X et le nombre de pixels par Y. 600, 600, c'est une image qui va être très nette. Et pour le width, ça dépend de la géométrie. Donc vous avez par exemple le rayon 8,74 cm, c'est-à-dire un diamètre de l'ordre de 17 cm. Donc il faut dépasser légèrement le diamètre pour avoir une image nette avec un cadre correct. Là, vous avez 20, 20 par exemple, l'image est bien centrée et bien cadrée. J'enlève cette ligne pour le moment. Ça c'est pour créer des couleurs. Donc si vous voulez créer des couleurs vous-même avec le code RGB, donc vous générez le code, puis vous prenez le RGB que vous avez ici pour générer la couleur, pour colorier vous-même, ou bien pour choisir la couleur de chaque partie de la géométrie. Donc j'ai terminé par exemple pour le plot numéro 1. Donc pour créer l'image, il faut cocher maintenant plotting mode. Il ne va pas faire de la simulation, mais il va tracer l'image. Voilà, l'image 1 qui a été créée. Processing plot 1. Donc l'image est en format ppm qui est directement lisible sur Ubuntu, donc on peut la visualiser. Et vous avez ici sur le bouton Tools un bouton d'affichage de l'image. Donc vous choisissez l'image. Voilà. Ça c'est une coupe de la sphère Godiva qui passe par l'origine, c'est-à-dire on coupe la sphère en deux. Je peux tracer maintenant l'image 3D de Godiva, c'est-à-dire voir la sphère dans l'espace. Donc je donne le numéro du plot, numéro 2. Par défaut, donc j'ai coché voxel et j'enlève, comme tout à l'heure, le background. Je colore par cell. L'origine aussi, c'est l'origine de la géométrie, c'est 0, 0, 0. Vous pouvez changer l'origine, ça dépend là où vous voulez faire des coupes ou bien là où vous voulez centrer votre image. Maintenant, l'image elle est centrée sur l'origine. Les pixels maintenant, il faut donner des pixels suivant X, Y et Z. Donc, je choisis des pixels 200, 200, 200, donc ça fait un grand nombre. Ça fait 8, 10 puissance 6 pixels. Et les dimensions, par exemple, 20, 20, 20, c'est un cube qui contient la sphère avec un peu d'espace sur les bords. Donc ça dépasse le diamètre de la sphère et donc la sphère il est bien cadrée. Voilà, donc vous avez le plot numéro 2 qui a été renseigné et la validation est passe, donc il n'y a pas d'erreur de syntaxe XML. Donc je lance la création de l'image. Vous avez le plot numéro 1 et le numéro 2 vont être créés dans cette exécution. Bon, pour le plot numéro 1, on a dit que c'est visible directement. Ça peut se visualiser directement. Voilà, on peut le visualiser. Pour le plot numéro 2, il n'est pas possible de le visualiser directement parce qu'il est en format H5. Et la taille du fichier, il est assez grande. Donc ça dépend de la résolution. Si vous augmentez la résolution pour avoir une bonne image,
vous allez avoir une grande taille du fichier. Donc pour les images en format H5, il faut procéder à une conversion. Et donc dans le bouton Tools, vous avez File Conversion. Donc là, vous pouvez convertir les fichiers voxels en format H5 sous VTK. Voilà, donc la conversion, elle se déroule. 6%, 7%, 8%, etc. Donc ça prend du temps, ça dépend de la taille de votre image. Si vous avez de grande résolution, donc ça va prendre énormément du temps. Voilà, donc vous avez l'image qui est créée. Donc là, ça s'arrête à 99%, ça c'est un petit défaut du script qui fait la conversion, mais l'image a été terminée, donc il a été converti et on peut la visualiser. Voilà donc le plot H5, vous avez le plot 2, il y a une taille de 30 mégas, elle a été énormément compressée et elle est réduite à 377 kilos, donc 30 mégas réduite à 367 kg. Voilà, on peut visualiser l'image 3D par le bouton visualisation, VTI, cette fois-ci 3D. Vous avez le plot numéro 2 et vous avez le ParaView qui va s'ouvrir. Bon, là, c'est un logiciel qui est assez puissant pour visualiser les images, mais il faut savoir l'utiliser. Donc, je vous donne ici dans ces tutoriaux, je vous donne le minimum pour pouvoir voir des images et les manipuler et correctement. Voilà, donc vous avez appuyer sur le bouton appliquer, apply, et puis vous allez changer la représentation. Au lieu de garder les lignes externes, outline, vous allez choisir surface. Voilà, vous avez surface, donc vous avez votre cube qui apparaît. On a choisi un cube 20 cm x 20 x 20. Donc là, c'est la surface externe parce on va visualiser ici l'ensemble et la géométrie. La sphère, elle est à l'intérieur. Donc, avec des boutons ici, par exemple le threshold, qui n'est pas actif pour le moment, mais il faut l'activer. Donc, il faut choisir ID, c'est-à-dire que vous avez créé une image qui a été coloriée par numéro de cellule. Donc, si vous appliquez la représentation ici par ID, vous allez pouvoir utiliser le bouton threshold. Et voilà, vous avez donc une image qu'on peut visualiser avec un minimum à -1 et un maximum à +1. D'accord? Donc, si vous appuyez sur le minimum -1 et +1, vous allez avoir tout le cube. Mais si je déplace le minimum, par exemple, à un petit peu supérieur à -1, on va enlever le cube externe et on peut voir la sphère à l'intérieur. Par exemple, ici, le minimum et le maximum à 1, on va rien voir. Le minimum à -1 et le maximum à +1, c'est le cube externe. Là, je coupe à -0,6, c'est-à-dire que la surface externe ne va pas apparaître et je vais faire visualiser la sphère, voilà, la sphère Godiva à l'intérieur du cube. Je peux augmenter le zoom. On peut faire des coupes, des slices, qu'on appelle des slices. Donc le logiciel ParaView offre beaucoup de possibilités. Donc on peut visualiser l'image 3D avec des coupes et on choisit la coupe au plan que vous voulez. Voilà, donc vous avez une coupe du disque. On peut déplacer la coupe là où vous voulez. Bon, vous aurez du temps pour explorer ce logiciel et l'exploiter correctement. Là, je vous donne le minimum. Voilà la coupe de la sphère. On peut tourner. Alors, je reviens sur la sphère. Bon, on peut découper des parties. On peut extraire des parties de votre géométrie. Donc, vous choisissez par exemple les parties à extraire ou bien à découper. Par exemple, pour le volume d'intérêt,
entre 0, 100, 0, 100, x entre 0, 100, y entre 0, 100 et y et z entre 0, 100. Alors vous appliquez et vous allez voir la partie ce qu'on appelle le volume d'intérêt, c'est-à-dire ce que vous avez découpé. Donc là, on peut extraire des parties de la géométrie à des positions données. Voilà, donc ça c'est le 1/8 de votre géométrie. Bon, vous appliquez le threshold aussi pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a le 1/8 de la sphère Godiva. Bon, on peut créer plusieurs extract subsets, c'est-à-dire plusieurs parties découpées, et on peut afficher par partie. Bon, là, puisque la couleur a changé, c'est que j'ai coché ici sur ID. J'ai choisi ID au lieu de Solid Volume. Voilà, donc vous avez la sphère à l'intérieur de ce cube que j'ai découpé. Voilà le cube entier. Je peux afficher les différentes parties ou bien les éliminer de l'affichage. Voilà, j'ai le 1/8 de la sphère qui apparaît. Et là, je vois ce qu'il y a à l'intérieur de la sphère Godiva, soit à partir du 1/8, soit à partir du 1/4. Là, on peut voir l'intérieur, et ça, c'est très intéressant pour visualiser ce qu'il y a à l'intérieur de votre géométrie. Ça va être suivi par le deuxième exemple qui consiste à partager Godiva en deux couches sphériques.